Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, nous sommes à Lille. J'ai le plaisir d'interviewer Édouard Pic, le PDG du groupe Clinitex. Clinitex est un spécialiste français de la propreté en entreprise. Vous verrez, c'est une société vraiment engagée avec de belles valeurs. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge les dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. On va parler d'audace, on va parler de liberté, on va parler aussi de raison d'agir et non pas de raison d'être. On va parler de human plan et pas de business plan. Et en fait, ça va pas être bullshit du tout, ça va être très intéressant. C'est parti. Bonjour Édouard. Salut Guillaume. Merci d'être avec nous sur ce podcast Extramuros. Très content de t'avoir pour plein de raisons, parce qu'on est à Lille et que j'aime beaucoup cette région-là, parce qu'on bosse ensemble aussi et que ça se passe très bien, et puis parce que vous avez un modèle économique particulier que tu vas nous décrire dans cet épisode. Eh ben, merci de nous ouvrir le micro et puis de venir explorer avec moi voilà, nos singularités et puis tout ce qu'on peut faire. Si ça peut inspirer d'autres, tant mieux. Alors, vous faites quoi ? Voilà. Ça fait quoi chez Clinitex ? Alors, Clinitex, c'est une entreprise qui fait des prestations de nettoyage de locaux à usage professionnel. Donc, c'est-à-dire, on fait pas de particulier, mais tout ce qui se nettoie dans le monde professionnel, du bloc opératoire au plateau de bureau, aux écoles, aux plateaux logistiques, aux industries. On a de quoi faire. Et donc, en fait, on vend des contrats d'abonnement à nos prestations de nettoyage qui font qu'après étude des besoins du client, on va dimensionner les ressources nécessaires en termes de moyens matériels et de moyens humains pour assurer une prestation récurrente chez nos clients, pour que les usagers de nos clients disposent des meilleures conditions de travail possibles en termes de propreté de locaux. Alors, ça vient d'où ? Quelle est l'histoire de Clinitex ? Alors l'histoire du Clinitex, elle est singulière. Hein. Elle a été créée, cette entreprise, en 1980 par mon père, qui était cancre à l'école. Donc ses parents ont beaucoup de peine à le faire atteindre de passer le bac. Et puis après l'obtention d'un DUT à l'époque assez laborieusement, ils lui ont dit bon écoute, va aux États-Unis quelques mois, on te paye le billet, on te paye de quoi vivre sur place pour t'inspirer, faire des rencontres, regarder des écosystèmes d'entreprise. Ou voilà, en tout cas explorer un petit peu, faire une forme de quelques mois sabbatiques pour voilà, trouver une idée d'entreprise. Alors c'est pas parce qu'on dit un cancre va bosser qu'il s'y met, même si c'est ses parents. Et donc il a plutôt fait la fête pendant 4 mois, exploré la Californie et pris quand même d'un petit sentiment de culpabilité dans l'avion du retour. Il a découpé dans le Herald Tribune, dans l'avion, un article de presse qui présentait une entreprise qui était spécialisée dans le nettoyage de moquettes. Alors, j'étais pas né en 1980, mais à l'époque, les sols étaient en moquette, les canapés étaient en moquette, les murs étaient en moquette. Enfin bref, c'était la tendance déco de l'époque, et donc il y avait un petit marché de niche sur des prestations de nettoyage assez spécifiques sur ça. Et donc déjà dans l'avion, il réfléchit au nom. Il y avait du Servitex, côté service textile, et puis finalement il s'arrête sur Clinitex et revient voir ses parents à Roubaix très fièrement en disant voilà, j'ai décidé de monter une activité de nettoyage dans le domaine du textile, Clinitex. Et c'est comme ça que c'est né. Il a fallu assumer après le petit mensonge auprès des... Ils faisaient quoi tes grands-parents ? Parce que c'est génial de faire ça. Ouais, alors mon grand-père a eu après-guerre une usine de textile Roubaix, ça s'invente pas, et il faisait du traitement de déchets textiles, donc toutes les chutes textiles, pour c'est une espèce d'upcycling à l'époque déjà, et ensuite il a été actif sur le territoire puisqu'il a été dans des services d'urbanisme qui ont créé une ville qui s'appelle Villeneuve-d'Ascq, qui est en banlieue de Lille et qui est voilà, qui a une certaine Où Newton renommée. est présent. Oui. Et voilà. On est à la Lot-Borne. Oui. Voilà. Et donc, il a participé à la création de cette ville qui est partie de rien au début, mais qui nécessitait de créer des infrastructures en fait pour toute la métropole lilloise, des voies rapides au stade, etc. Et puis, il a travaillé à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille aussi pendant un bout de sa carrière.
Villeneuve d'Ascq, corrige-moi, mais c'est plus grand, c'est plus peuplé que Lille. C'est quoi le ratio parce que c'est pas tout petit, c'est pas une petite banlieue par rapport à la ville-centre. En fait, comme c'est une création de ville dans les années 50, c'est plutôt un agglomérat de plein de petites communes, dont Ascq était une des villes, mais il y a aussi Anap, la Cousinerie, enfin bref, un conglomérat de petites villes. Non, non, c'est plus étendu, mais c'est plus petit que Lille. D'accord. Très bien. Mais c'est ça qui m'a frappé, moi, en débarquant à Lille, c'est que la ville-centre n'est pas énorme par rapport à toute par rapport à la somme des villes qui sont autour, et qu'il y a un Ouais. équilibre un peu particulier sur ce territoire, du coup. On parle plus de métropole, et après Lille, Roubaix, Tourcoing, c'est trois villes assez costauds quand même dans la métropole, et on parle plutôt de ce trio en fait, hein, de grosses villes, et avec toute la métropole autour. C'est vrai que c'est une région très dense. Bon, on va y revenir. Revenons du coup, on va rester sur l'historique du groupe. Donc, voilà, ton père pitch ça à tes grands-parents, et après il se passe quoi alors? Et ben après, comme Steve Jobs, hein, il prend le garage de ses parents, il achète. Alors, il va voir un fournisseur de machines en disant vendez-moi les trois qui se vendent le plus. Voilà, sans rien y connaître, en se disant si elles se vendent plus que les autres, c'est qu'elles sont probablement utiles. Voilà. Il crée un petit flyer. Alors d'abord, il s'achète une blouse blanche, parce que quand on connaît rien sur un sujet, si on met une blouse blanche, ça fait tout de suite sérieux. et, et donc il se crédibilise comme ça avec les machines, et puis un peu en mode Père Noël est une ordure, tu sais, il attend que le téléphone sonne, quoi. Et c'est pas parce qu'on a fait un flyer et que on l'a distribué dans quelques boîtes aux lettres qu'il y a un besoin naturel qui émerge chez tout le monde. Donc il fait ce que beaucoup d'entrepreneurs font au démarrage, il fait appel au réseau, donc à ses parents, de dire est-ce que vous connaissez pas des gens qui pourraient être intéressés autour de vous. Et puis il se trouve qu'il y a une jeune fille qui vient d'emménager dans un petit studio à Tourcoing, et ses parents, amis de mes grands-parents, disent bah tiens, il faut faire une remise en état puisque l'ancien locataire a laissé ça dans un état déplorable. Donc il va très fièrement avec toutes ses machines nettoyer cette belle moquette, enfin qui était un peu sale, mais et moquette en laine de 10 centimètres d'épaisseur, donc le truc qui se faisait à l'époque. Et bon, forcément, il savait pas très bien utiliser ces machines. Dégâts des eaux. Total, la moquette ruinée. Donc première prestation un peu catastrophique. Néanmoins, il perd pas le nord, et il épouse cette jeune fille qui deviendra ma maman. Voilà. Ouais, bravo, je sentais arriver, mais Donc l'entrepreneur a été entreprenant. Voilà. ça ne pouvait que créer une success story du coup. C'est ça. Et donc, n'y connaissant rien, mais étant quand même bon ouvrier, c'est-à-dire, c'est bon, il y a toujours la poule et l'œuf. Est-ce que le système scolaire était pas fait pour lui, ou lui pas fait pour le système scolaire? Ça, l'histoire le dit pas, mais ça veut pas dire qu'il était fainéant en fait. Il n'était pas dans l'appétence des apprentissages scolaires. Par contre, bien faire son boulot, être entrepreneur, il avait déjà été à 16 ans. Il achète une machine de barbe à papa et il vend des barbes à papa partout dans Roubaix. Il avait monté une petite entreprise aussi de valises, de transport de médicaments qu'il a revendu à une pharmacie. Et puis là, il monte Clinitex. Donc c'est vraiment un entrepreneur dans l'âme en fait. Ouais. Famille d'entrepreneurs quelque part, et lui a quand même probablement vu ça, et sans avoir mis de mots dessus, il a vu ça et il a développé ça inconsciemment. Ouais, alors ça vient d'un autre sentiment familial qui est le sentiment de liberté. Donc, c'est-à-dire mes arrière-grands-parents comme mes grands-parents ont été pendant la guerre très actifs dans la résistance en France. Ils ont monté des réseaux de résistants à Dunkerque. Mon arrière-grand-père a été fusillé au fort de Bondu parce qu'il a été pincé dans la résistance. Ma grand-mère, donc sa femme, la femme de mon grand-père, a été donc la maman de mon père a été interné en camp de concentration. Donc, si tu veux, il y a un lien à la liberté qui est fort, et c'est ce sentiment-là, plutôt que la volonté de pouvoir ou de richesse, qui sont d'autres moteurs de l'entrepreneuriat. C'est cette volonté de rester libre qui a été le moteur premier de l'entrepreneuriat. Bah, c'est drôle que ça fait vraiment écho à mon histoire que j'ai jamais vraiment racontée, donc tu me donnes cette occasion-là, mais mon arrière-grand-père est mort dans les tranchées. Mon grand-père, du coup, dès qu'il a pu aller s'engager dans la résistance, il l'a fait depuis Marseille aussi. Mm-hmm.
Donc ça c'est du côté de mon père, du côté de ma mère, ils sont arméniens et donc ils étaient là aussi et avaient contribué à la résistance. Et on raconte ça alors d'habitude je parle pas de la date à peu près à laquelle on enregistre l'épisode, mais là je suis obligé. Aujourd'hui va rentrer au Panthéon Isaac Manoukian et Méliné Manoukian, qui sont des résistants arméniens qui sont venus combattre pour la France et les libertés. Et donc tout ça résonne beaucoup en moi en ce moment, et c'est marrant que tu évoques ça aussi aujourd'hui. Et moi, il est très clair que ça a beaucoup contribué aussi à l'esprit entrepreneurial de ma famille. Ouais, mais j'entends. Alors, c'est à la fois un beau cadeau qu'ils nous ont fait, cette passion pour la liberté. C'est aussi un héritage qu'il faut porter. Euh, il y a quelque part familialement une espèce de redevabilité qu'on s'exige de cultiver ce sentiment et de l'offrir dans les espaces qu'on maîtrise. C'est-à-dire l'entreprise est un terrain de jeu où, et on en parlera sûrement après, je m'efforce à offrir beaucoup de liberté. Je pense que c'est une des recettes et une des conditions de l'épanouissement et de l'engagement des collaborateurs, c'est qu'ils puissent se réaliser par eux-mêmes. Et donc pour ça, il faut être libre. C'est quoi les premières années du coup de Clinitex avec ton père à ce moment-là? Comment ça grossit? Alors au départ, forcément, ça, au-delà du dégât des eaux, le réseau fait que mon grand-père connaissait le fondateur du groupe qui s'appelle aujourd'hui Nord Auto, et donc le premier Nord Auto, donc des magasins de réparation d'automobiles, ouvre dans la banlieue de Roubaix, à Lers, et il prend le contrat de nettoyage. Et le premier apprentissage, c'est ce patron lui dit: écoute Thierry, faut pas que tu me vendes des prestations, faut que tu me vendes un abonnement. Et donc ça, c'est les premières graines du business model, de dire bah voilà, crée de la récurrence, fais un contrat plutôt que de vendre de la prestation et d'être dans l'incertitude permanente. Donc déjà un premier conseil d'un autre entrepreneur. Et puis il a ce contrat de 2 heures par jour, du lundi au samedi, de 8 heures à 10 heures avant l'ouverture du magasin, pour remettre au propre le magasin. Et puis il se donne corps et âme, c'est-à-dire que ça c'est aussi un des ingrédients, la confiance qu'on nous donne, bien souvent on cherche à la rendre. Et donc cette confiance accordée à un petit artisan qui se lance et qui connaît rien au métier, il se défonce 2 fois plus pour avoir envie de la rendre et pas décevoir. Et donc il fait ses prestations de 8 heures à 10 heures pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, au point que il y a un petit bouche à oreille qui se met en place, et puis il est sollicité ailleurs. Et puis à un moment, l'agenda est full, et donc il peut plus assurer toutes les prestations des contrats qu'il signe. Et donc il se dit, je vais recruter quelqu'un pour ce magasin Nord Auto et lui donner exactement le même temps de travail, les mêmes moyens matériels, les mêmes formations, la même organisation de travail. Et puis tout va bien se passer. Et puis quelques semaines après, patron de Nord Auto pas content du tout, son magasin est pas propre ou pas suffisamment. Et là, il comprend pas. Il se dit, mais mince, comment, avec exactement les mêmes moyens, matériel, humain, temporel, organisationnel, avec moi ça marchait, et avec cette personne ça ne marche pas. Et là, il prend conscience qu'en fait, il devient plus, il est plus prestataire de nettoyage, il devient une espèce d'étincelle pour l'automotivation. Comment, quand on recrute quelqu'un, s'assurer que son niveau de motivation va être suffisant pour que le travail soit fait comme si c'était sa boîte à cette personne. Et donc, il arrête le nettoyage presque ce jour-là, et il fait du management à partir de ce jour-là. Et bon, chemin faisant, il apprend de ses expériences, il conscientise que la notion de confiance, de liberté sont des éléments essentiels, puisque il peut pas non plus être derrière chaque agent de propreté tous les matins ou tous les soirs, vérifier que la prestation est bien faite. Donc, les règles du jeu de notre métier font qu'on doit faire confiance, puisque le management se fait plutôt à distance. Et donc, il développe un certain nombre d'outils, de systèmes, laissant beaucoup de liberté aux ouvriers, qui sont dans l'autocontrôle, avec des systèmes de fini partie. Donc, c'est-à-dire que je cherche pas à te rouler. Si tu termines ta prestation Alors, avant. À Marseille, on peut en parler. Ouais, les éboueurs. Mais oui, mais je vais te donner l'ingrédient qui manque à ce fini partie. C'est-à-dire que le fini partie, avec plaisir. il est très vertueux. C'est-à-dire, je fais plus vite mon boulot, je suis plus vite chez moi. Tout le monde est gagnant, et pour autant, je te paierai les heures qui étaient prévues sur la théorie. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est que on a un système de prime qualité qui représente à peu près
15-20% de la rémunération au global de ces personnes-là, qui, si le client se plaint d'une insatisfaction, en fait, n'est pas versé. Et donc, il y a ce garde-fou de quand même faire la qualité, c'est-à-dire qu'un éboueur, il aurait 20% de sa rémunération en jeu sur, il y a telle rue qui n'a pas été faite, voilà. Et donc, ça oblige une forme d'équilibre entre la rapidité d'exécution et la qualité d'exécution. Et juste ce petit garde-fou, il faut pas grand-chose, Ah bah permet. c'est ça qui manque apparemment parce que c'était pas fini mais parti. Bon, pour ceux qui suivent pas, c'est le système des poubelles de Marseille où c'était officiellement, mais ça reste discutable. Bon, voilà. Et donc, un certain nombre de process, de petites innovations managériales comme ça, qui créent de l'engagement, qui créent une forme de rigueur dans la qualité des prestations. Et puis, forcément, l'entreprise se développe, ouvre des premières agences un peu plus loin. Donc, de Lille, on est allé à Arras, on est allé ensuite à Valenciennes, on est allé à Compiègne derrière, puis à Rouen. Quelque part, voilà le terrain de jeu de la génération de mon père qui. Ça c'est années 80 du coup. Non, 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 80, 90. non. Là, on est déjà Rouen. Je crois que c'est 2008. Donc, tu vois, non, non. D'accord. Pendant, Okay. pendant 20 ans, on reste métropole lilloise. Jusqu'au début des années 2000. Okay. Et puis après, il y a ces 3-4 ouvertures sur les 7-8 années suivantes. Et donc voilà, on explore des terrains et plutôt tiré par les clients. De dire, tiens, vous êtes à Lille. Tu accompagnes les clients dans leur croissance. Voilà, j'ai un bureau à Arras, est-ce que vous intervenez? Oui. Et donc, on avait des collaborateurs qui faisaient des allers-retours de Lille à Arras, qui n'étaient pas très pertinents. Puis, au bout d'un moment, quand on a quelques clients, on se dit, tiens, allez, on ouvre une entité là-bas pour se rapprocher de nos clients. Donc, plutôt tiré, par les clients. Ce qui a un peu changé dans nos modèles de développement aujourd'hui, on en parlera après autour de ce concept de plan, où c'est plutôt tiré par les collaborateurs. Mais à l'époque, c'est plutôt tiré par les clients et sans trop de calcul, quoi. Il n'y avait pas d'ambition ou de business plan ou d'actionnariat aussi. Tu vois, on parlait de liberté. C'est qui d'ailleurs? C'était que ton père? L'actionnariat a toujours été purement familial, encore aujourd'hui, avec un cadre quand même qui a été actionnaire à quelques pourcents avec mon père et qui est resté avec moi, pour cette idée en fait de liberté. Voilà, encore une fois. D'avoir les mains libres et sur un business model, après tout dépend le rythme qu'on veut y mettre, mais qui nécessitait pas des capitaux énormes pour avoir une hyper croissance. Voilà, mais c'était un choix. Plutôt que de vouloir croître trop vite, la liberté était un moteur plus fort. Et toi, c'est quoi ton parcours vis-à-vis de tout ça, études, et que te dit ton père? Est-ce que tu te vois dès que t'es gamin comme le repreneur de Clinitex, ou ça se passe comment? Alors ça c'est marrant parce qu'on est 4 enfants, moi je suis l'aîné. Nos parents nous ont toujours dit que, tu sais, comme certains entrepreneurs qui parlent de leur boîte comme leur bébé, ils nous ont toujours dit non, nous on a 4 enfants, la boîte c'est pas notre bébé. D'ailleurs, quand je prendrai ma retraite, je revends la boîte et avec les sous qu'on aura touchés, on va tout claquer. Donc franchement, faites votre vie, comptez sur rien et aucun de vous ne travaillera jamais chez Clinitex. Voilà. Et donc si tu veux, je l'ai compris que plus tard ça, mais en fait, il m'a offert ma liberté. Plutôt que d'avoir un parcours écrit un peu tracé, un peu attendu, franchement, je me suis jamais projeté. J'ai fait une école de commerce à Lille, l'IESEG, et pendant les 5 années d'études, qui étaient sur les sujets d'animation d'entreprise, je n'ai pas une seule fois pensé me dire je travaillerai chez Clinitex. Tu vois, donc ça a été, je me suis pas construit avec ça en tout cas du tout. Je suis resté libre. Comment ça se passe après? Je fais 2 ans dans un cabinet de conseil ici sur la métropole lilloise, conseil en stratégie auprès des entreprises, des organismes publics, etc. Et j'aimais pas du tout. J'arrête cette mission et j'étais en recherche d'autre chose ou d'un projet entrepreneurial. Et à ce moment-là, j'ai mis au service de Clinitex et quelques compétences que j'avais acquis en termes de conseil pour regarder un petit peu les projets dormants, les projets d'évolution de l'entreprise, qu'est-ce que ça pourrait être. Voilà, je fais un petit rapport comme ça et puis je le présente à l'espèce de comité de direction de l'époque, donc mon père et les quelques directeurs d'agence, les 3 ou 4, et puis je présente le truc, ils trouvent ça génial, excellent, diversification, extension géographique, tout ça, et puis ils me disent mais Edouard, pourquoi c'est pas toi qui viens mener ces projets chez Clinitex? Et donc en fait, et là c'est ton père qui dit ça? Non, c'est les cadres.
Les autres, Ouais. voilà. Et là, on se regarde avec mon père, on se dit, ah bah ouais, en fait, pourquoi pas? Et donc mon entrée se fait un peu comme ça par accident et sans préméditation et avec une forme de cooptation par le collectif qui à l'époque m'a semblé bien plus puissante que le côté arriviste du fils à papa qu'on place à tel ou tel poste. Voilà. Ouais, c'est marrant. Là aussi, mon père m'a toujours à peu près dit la même chose. Alors, il avait pas dit je vendrais, je lirais tout claquer. mais il avait toujours dit barre-toi, va faire autre chose, quoi. Compte pas sur moi et compte pas sur la boîte dans 10 ans. C'est pas où elle sera. Et c'est une activité de transport et de logistique en plus avec des marges faibles, mais assez compliqué. Donc il dit non, mais faut pas compter dessus, quoi. Mm. Débrouille-toi, fais les meilleures études possibles, fais le meilleur parcours possible et même à la fin de mes études. Je voyais le moment où, pour le coup, après l'école, potentiellement, moi aussi, j'ai fait une école de commerce. J'aurais pu débarquer l'année suivante. Il me dit, non, va faire autre chose. Va faire autre chose. Et même si tu dois venir, tu seras encore meilleur en ayant une autre expérience que celle-ci. Mm. Ouais, ça laisse beaucoup de Parce que liberté. il a toujours, moi aussi, c'est comme le tien, il a toujours connu que ça. Il a toujours connu que cette entreprise, mon père aussi. Mm. Donc, Mm. Ouais. Et puis après, tu vois, mais d'ailleurs, j'y travaille pas moins que toi. C'est mon frère qui a plongé Ah ouais, plus ok. sur la partie transport. Ouais. Comment ça se passe et tes autres frères et sœurs ou sur les trois autres en tout cas comment ils bossent dans la boîte, ils sont autour. Quelques années après, j'ai mon frère qui nous rejoint aussi. Une arrivée un peu différente où il est plutôt coopté. On avait un besoin sur des compétences qu'il avait, de marketing, de choses comme ça. Donc il est aspiré aussi dans le projet. Et j'ai ma sœur. Alors ma sœur, c'est un peu différent parce que moi j'adore ma sœur. On s'entend hyper bien, mais je pense que si on avait bossé à deux chez Clinitex, en 6 mois, on pouvait couler la boîte, quoi. C'est-à-dire, je sais pas comment ça s'explique, c'est une intuition, ça s'est jamais passé, mais l'intuition que ça pouvait créer de la friture, de l'incohérence managériale, enfin bref, et des visions des choses peut-être différentes. Et donc là, c'est ma femme qui a une super idée parce qu'elle était dans le monde de la petite enfance. Elle animait des cours de chant prénatal. Donc c'est pendant les préparations à la grossesse. Donc elle était dans la petite enfance. Et ma sœur, parce que si Denis, ma sœur, commençait à tourner autour de l'entreprise, et ma femme se dit, mais en fait, ta sœur, elle pourrait montrer un réseau de micro-crèches. Ça répondrait à son besoin d'entrepreneuriat, la petite enfance, elle serait légitime. Et là, c'est idée lumineuse, je propose à ma sœur qui tire la ficelle directe et qu'on adosse cette diversification à Clinitex. Donc c'est Clinitex qui a porté cette diversification avec, j'ai envie de dire, assez peu de sens économique, c'est-à-dire que nos clients en propreté sont pas clients de micro-crèches où on a tenté des petits rapprochements, mais bon voilà, mais ça avait beaucoup de sens en tout cas familialement et dans le côté épanouissement professionnel de chacun des enfants. Euh, et donc, elle monte ce projet à de cette Lintex. Elle a un réseau de 5 micro-crèches aujourd'hui et qu'elle a pu racheter au moment où moi j'ai racheté la partie Clinitex. Donc en plus, il y a eu un côté essaimage très sain, très naturel. Voilà. Donc ça Ok, n'est plus donc t'as adossé. racheté toi. Moi j'ai racheté Clinitex. Ouais. Ouais. Et on pourra en parler aussi, la transmission, c'est une belle séquence. Et j'ai mon dernier petit frère, lui, qui était dans le milieu artistique qui a eu un petit lien avec Clinitex aussi, puisqu'il a monté à l'époque ce qu'il avait appelé la boîte à théâtre. Donc c'était amener le théâtre sous toutes ses formes en entreprise. Et on avait fait en 2010 notre détermination de raison d'être, vision, valeur. Donc un gros séminaire collaboratif. Là, on l'a refait en 2023. Et ce gros séminaire collaboratif, en fait, tu mets des post-it, tu crées des projets. Enfin, il y a vraiment toute une énergie qui est faite. Il l'a scénarisé, il l'a mis en pièces de théâtre, toute cette démarche. Et donc, on a eu une restitution de spectacle vivant de cette démarche vision avec tous les collaborateurs. Et c'était un grand moment. Depuis, il est parti sur d'autres activités. C'était pas une tragédie du coup. Écoute, non, C'était ni une tragédie ni une comédie du coup. c'est ça, c'est ça. Comment on pourrait l'appeler? Ouais, non, c'était un beau moment de voir vivre en fait à travers des acteurs ce que tu as conçu en théorie. C'était une très belle restitution, très originale. Et aujourd'hui, il a un éco-village dans la Drôme, l'Ardèche, pardon, avec des yourtes, des animaux. Il fait du woofing, il accueille des gens de passage. Donc, ouais, une espèce de vie communautaire très libre aussi, tu vois. Il y a encore ce sentiment-là mais plus du tout dans le monde économique. C'était le petit dernier lui. Ouais, Ouais. le quatrième. Ouais.
Et puisqu'on y est, ouais, parlons de donc t'as racheté à ton père, du coup, comment ça a marché? Alors ça a marché déjà. Il y a pas, il y a jamais eu de jeu de pouvoir dans notre collaboration. Moi, je suis rentré dans l'entreprise et j'ai racheté 11 ans après, tu vois. Donc j'ai eu un parcours de 11 ans. Je suis rentré par la petite porte. Moi, j'ai démarré. J'ai dit, écoute, je démarre agent de propreté. Donc pendant des mois, j'ai nettoyé des chambres en EHPAD. Voilà. J'aurais pu prendre la posture fils à papa. Je prends tout de suite des responsabilités. Je suis pas légitime, mais je m'en fous parce que je suis le fils d'eux. Au contraire, moi, j'ai dit non, non, je veux pas de passe droit. Je veux pas d'avantages particuliers. Je fais les étapes les unes après les autres et donc j'ai fait tous les métiers de l'entreprise. Chez nous, c'était chef d'équipe, ensuite manager, ensuite commercial pour développer les contrats de nettoyage. J'ai repris une direction d'agence à Valenciennes et j'ai pris un poste de direction des opérations et tout ça, tu vois, un parcours d'une dizaine d'années avant de reprendre la direction générale. D'ailleurs, que j'ai apprise par hasard. Et c'est dire aussi qu'il n'y a pas de jeu de pouvoir. C'est un jour, mon père fait un podcast pour l'APM, une association de Ah ouais, dirigeants, association que je connais pour le bien. progrès Ouais. du management. Progrès du C'est ça. management. Ouais. Et j'écoute ce podcast, et puis dans ce podcast, il dit à un moment donné, bah Edouard le sait pas encore, mais en fait, il a pris la direction de l'entreprise. Et tu vois, c'est assez symptomatique de la manière dont on a fonctionné, c'est-à-dire que les faits ont précédé les annonces. Et qu'en fait, c'était tellement fluide qu'on a annoncé un truc qui était déjà existant dans les faits. Et qu'au moment où il annonce ça, bah oui, moi petit à petit, par entrain, envie, appétence, j'avais pris des sujets, des responsabilités, des trucs, et puis c'était juste devenu évident de faire une annonce. Et donc j'ai pris la direction générale pendant 3 ans avant de racheter. Et mon père a pris sa retraite en juin 2019, juste avant le Covid, tu vois, l'entrepreneur qui a le pif. Euh, et moi j'ai racheté en février 2021, tu vois, donc ça fait 3 ans. Ok, et il est plus du tout actif? Plus du tout actif. Euh, il a encore un rôle un peu honorifique chez Cleantech, c'est qu'on n'aime pas jeter et on a des cafetières qui servent beaucoup et donc c'est notre réparateur officiel de cafetières. Donc quand elle tombe en rade, il vient, je sais pas, tous les 3 4 mois changer la chaudière ou un composant de la cafetière. C'est l'occasion pour lui de venir. Par contre, par plaisir, il s'y est informé de l'entreprise et moi je lui parle de toutes les nouveautés ou de les petites choses qu'on met en place et ça, il a un rôle de curieux. Et il est devenu un peu ambassadeur de l'entreprise quand même, parce qu'il est, on parlait d'APM juste avant, il est devenu conférencier APM et donc il est expert APM, il fait une trentaine d'expertises ou une quarantaine par an dans le réseau APM et également dans le réseau GERM, qui est un petit peu le réseau cousin pour les cadres dirigeants ou les patrons de business unit, là où APM a une cible un peu plus dirigeant numéro un. Voilà. Yes. Et tu connais le thème de ces expertises? Alors, selon aussi le besoin du groupe dans lequel il intervient, il a plusieurs titres, mais un qu'il aime bien, c'est le naturisme managérial. Voilà. Euh, Il va falloir que tu nous en parles ouais, quand même c'est là. ça. Et puis il a écrit un bouquin qui résume aussi un petit peu la tonalité, qui s'appelle Bienvenue chez les fous. Ouais. Voilà, et qui Bon, résume tout son parcours, même si il y a beaucoup de folies depuis qu'il a pris sa retraite qui se sont mises en place. Voilà, on s'arrête pas. Je sais de qui tenir, mais voilà, ceux qui veulent s'intéresser encore plus en profondeur à notre style de management, c'est un livre ouvert. Voilà. tu restes habillé au boulot. Oui, 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 mais en fait, le naturisme managérial, le concept, c'est que, alors, on n'a jamais fait de naturisme en famille, voilà, c'est pas, je prêche pas une pratique saisonnière, mais l'image que j'en ai, c'est que les tabous ou la difficulté de se mettre à nu, en fait, sont pour les gens qui sont à l'extérieur ou la première fois au moment où il faut le faire, mais qu'une fois qu'on est tous tout nus, euh, bah en fait, il n'y a plus de sujet. On ne s'observe pas plus particulièrement, on ne se compare pas. Et donc, c'est vrai que nous, d'avoir provoqué ce naturisme dans nos indicateurs économiques, où il y a une grande transparence sur tous les indicateurs, sur les salaires, où il y a une grande transparence, sur nos prévisions économiques, sur les versements de dividendes aux actionnaires, sur, tout ça est tellement transparent qu'en fait, ça devient un non-sujet. Un petit peu comme de naturisme, ça devient un non-sujet aussi. Voilà, là où on n'est pas exhibitionniste, c'est-à-dire
on a notre camp, c'est l'entreprise, mais on cherche pas à se montrer forcément. On a un peu de pudeur à l'extérieur. Voilà. Du coup, ça nous fait aller sur votre culture, et tu as évoqué une raison d'être. Tu peux nous en dire plus? Alors, raison d'être, c'était 2010. En 2023, j'ai changé un peu de Mhm. sémantique. On parle plutôt de raison d'agir. Je trouvais la posture de raison d'être un peu statique et que je voulais me mettre dans une posture d'action. Et donc, on parle désormais de raison d'agir et notre raison d'agir, qui est pas un slogan marketing ou publicitaire, hein, c'est-à-dire que c'est notre baseline interne pour se dire, guider un peu toutes nos actions. Elle est de rendre le monde plus beau. Ça veut dire quoi? Ça peut paraître très prétentieux, mais c'est à notre échelle, c'est-à-dire Tu le déclines comment, là? un client qui aura des locaux sales, passer par Clinitex rendra ses locaux un peu plus beaux, un peu plus fonctionnels, un peu plus agréables à utiliser. Un collaborateur malheureux, désenchanté par le monde du travail ou un autre employeur va venir chez Clinitex et va réembellir son lien de collaboration avec une entreprise. La planète, si elle est malmenée ou un peu torpillée par d'autres prestataires dans notre domaine d'activité, nous on s'évertue à être exemplaire pour que la planète soit un peu plus belle une fois que la prestation Clinitex aura eu lieu. Voilà ce genre de déclinaison, c'est-à-dire que l'idée c'est que Clinitex soit un prisme à quelque chose qui est rentré sale, moche ou désabusé et qui ressort plus embelli, beau ou plus heureux. Voilà. Je me permets, parce que j'ai quand même cité Le Père Noël est une ordure, donc je me permettrai de citer OSS 117. Ouais. C'est quand même mieux une voiture propre. Ah, écoute, ouais. C'est sûr. Faudrait que tu le regardes à nouveau. Le Carnet d'espion, c'est petite référence. Mais il faut rebondir sur cette situation culturelle. Donc, comment ça se décline? Vous avez plusieurs actions, plusieurs thèmes, plusieurs piliers. Comment vous le raccrochez au quotidien, cette raison non pas d'être? Alors, elle n'est pas tombée du ciel un jour où j'ai une pomme qui m'est tombée sur la tête. C'est-à-dire, c'est le fruit d'une démarche collaborative où on a, alors pour décliner un petit peu Clinitex, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on a 4000 collaborateurs un peu partout en France, dont 200 ce que j'appelle les staff support, qui sont au service des 3800 agents de propreté. Et ça va du siège, on est une quarantaine au siège, hein, qui est lui-même au service des agences. Et une agence, c'est quoi? Il y a un directeur d'agence, une équipe opérationnelle qui s'occupe des agents de propreté, une équipe paye et administratif et des équipes commerciales qui vont être en charge du développement. Et ici, au service support siège, on a service comptabilité, communication, informatique, juridique, enfin voilà, tous les services d'expertise. Et nous, les 200, on est au service des 3800 agents de propreté pour les mettre dans les meilleures dispositions humaines et matérielles pour réaliser les prestations chez nos clients. Voilà un peu l'orga. La raison d'agir, on l'a définie avec les 200. Plusieurs raisons à ça. On a des raisons logistiques qui font que c'est compliqué de réunir les 3800 collaborateurs. Et une raison purement pragmatique, c'est que nos 3800 collaborateurs, pour à peu près une petite moitié d'entre eux, ils sont multi-employeurs. C'est-à-dire ils ne sont pas forcément à temps plein chez nous, mais ils travaillent le matin pour Clinitex et peut-être le soir pour un autre employeur. Donc pour des raisons aussi de confidentialité ou en tout cas de préservation des stratégies d'entreprise, on ne peut pas les associer à tout, même si on les associe à beaucoup de choses. Alors on mesure sur ces employés multi-employeurs quel est leur employeur préféré. Et à 80% spontanément, avec une enquête anonyme, ils citent que Clinitex, parmi leurs employeurs, est leur employeur préféré. Donc, on sait que ce qu'on met en œuvre est mieux que nos concurrents, puisqu'on est l'employeur préféré de nos salariés. Donc, ça c'est un truc important. On les a associés, les 3800 agents de propreté, à la définition des valeurs de l'entreprise, qui sont, avec la raison d'agir, le cadre de liberté, en fait. Si on répond à cette raison d'agir et si on est dans les valeurs, on peut presque expérimenter ou tenter tout ce qu'on veut et que les décisions se prennent sans lien hiérarchique, sans validation, sans contre-signature, c'est vraiment un terrain de jeu qui est très libre. Et moi, j'ai des comptables qui ont déjà engagé plusieurs centaines de milliers d'euros pour changer de logiciel comptable sans m'en informer. Enfin, en m'en informant, mais après que la décision soit prise, sans qu'on fasse des comités de décision, de validation, parce que c'était pile dans les valeurs. Alors les valeurs, on en a 5 qui sont l'audace, la responsabilité, l'engagement, la confiance et la bonne humeur. Et ça, tu vois, je me suis déjà séparé de collaborateurs qui étaient chroniquement de mauvaise humeur. Voilà.
Parce que c'est le deal. C'est la première ligne du contrat de travail de nos collaborateurs. Euh, alors, je suis pas allé au prud'homme non plus sur ce sujet-là, mais si tu veux, il y a une espèce de contrat moral, ouais, et de dire si c'est pas ok avec ça, on est ok. Il y a d'autres employeurs qui prônent pas ça, mais chez nous, la bonne humeur, parce que je sais pas si tu le sais, mais la bonne humeur est une posture qu'on décide. Le matin, on décide d'être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. On prenait quelques références cinématographiques. Tu te souviens peut-être du film La vie est belle avec Roberto Benigni. Bon, là, je suis dans le cas extrême du mec en camp de concentration avec son fils, on peut pas faire pire, et il décide, pour préserver son fils, donc par altruisme, d'être de bonne humeur et d'en faire un jeu, une comédie. Bon, eh ben en entreprise, même si on n'est pas dans ces cas extrêmes et qu'il faut garder des comparaisons mesurées, mais on a un devoir de bonne humeur, parce que comme la mauvaise humeur, c'est hyper contagieux. Et quand on se lève le matin, quels que soient les problèmes et tout ce qu'on a sur le dos, on décide d'être de bonne humeur ou on décide d'être de mauvaise humeur. Donc ce choix-là, bah moi je conditionne les équipes à s'obliger à faire le choix de la bonne humeur. Et donc ça a plein de conséquences très positives après dans l'animation d'équipe et dans l'état d'esprit. Mais voilà, c'est un contrat moral. On mesure les valeurs dans les entretiens professionnels. On a un baromètre des valeurs trimestrielles. Elles sont affichées partout sur mon profil LinkedIn, dans toutes nos agences, partout. Donc c'est vraiment un truc. C'est pas juste sur le site web pour faire beau. On est sur un truc, toutes nos décisions sont prises. Tiens, tel fournisseur, il nous a fait ça, est-ce qu'il est dans les valeurs? Non, bah on arrête avec ce fournisseur. Tiens, tel client nous pressurise sur ces sujets, est-ce qu'on est encore en adéquation avec des valeurs? Ça nous est arrivé d'arrêter des prestations chez des clients avec qui on partageait plus les valeurs. Et on est OK avec ça. Et la raison d'agir est plutôt la to-do list, puisqu'on l'a décliné en 200 projets, je crois, opérationnels, de tel petit gadget sur la rémunération de nos agents de propreté à se réinventer sur la robotique enfin voilà. Et là, on est très opérationnel pour à la fois toujours rendre le monde plus beau. C'est vraiment ce prisme-là. D'ailleurs, je crois que vous avez été bien réceptif quand vous a proposé pour nos immeubles Newton de mettre des aspirateurs électriques automatiques qui du coup aspirent la nuit et évitent à des gens de se casser le dos, en tout cas de se baisser. Parce qu'on a des grands couloirs, donc je sais que vous avez été du coup hyper sensible à Ouais, ça. alors tu vois, on parle sur ce sujet-là plutôt de cobotique. Donc, c'est-à-dire comment la robotique peut être au service de l'humain, parce que nous, on se revendique comme une boîte profondément humaine et tout est basé par l'impulsion des collaborateurs et de notre vécu humain. Moi, devenir patron d'une armée de robots qui aspirent la nuit chez tous mes clients, je pense que je changerais de métier, tu vois. Mais c'est Impossible, impossible en plus. impossible. Enfin, nous on le met en sachant très bien que ça c'est pas possible. Donc il peut pas ouvrir la porte qui est fermée à clé, C'est le ça. robot. En tout cas, je pense pas le voir d'ici la fin de ma carrière. Comment est-ce que tu arrives à mesurer l'audace, la Hum. responsabilité, l'engagement vous arrivez à mettre des KPIs là-dessus Ouais. Ouais, tous les trimestres, j'interroge tous les collaborateurs sur comment je vis cette valeur. Et on interroge sur les 5 et chacun en fait vient noter de 0 à 5 où en est sa perception de cette valeur-là. Et on le fait par business. où lui il en est par rapport à Alors, ça? il y a plusieurs lectures. On fait de temps en temps un travail un peu plus profond de se dire, bah voilà, par exemple, la confiance. C'est-à-dire, je peux faire totalement confiance aux autres, mais manquer de confiance en moi. Voilà. Donc, il y a plusieurs lectures aussi. Je peux, moi, faire preuve d'audace et sentir que dans l'agence ou dans l'entreprise, ça manque d'audace. Donc, là, la lecture, c'est plutôt comment je perçois l'incarnation de cette valeur dans l'entreprise, pas forcément moi. Et donc, ça permet de mesurer que là, j'ai eu récemment avec mon agence de Calais, le baromètre montre que sur l'audace, justement, la note était pas terrible. Et ben, ils se sont lancés, du coup, là, avec toute l'équipe, une décision collective, sur des marchés qu'on n'avait jamais explorés, dans l'agroalimentaire ou des choses comme ça. Et donc, ils se sont dit, allez, allons-y. On se remet une petite dose d'audace. Exactement. Ouais. Et donc ça permet quand même de rééquilibrer les choses, d'impulser certains projets qu'on n'aurait pas osé sur l'audace. Mais tu vois, la bonne humeur est aussi un hyper bon baromètre de l'état d'esprit d'une agence. Et donc si la bonne humeur, et c'est arrivé dans certaines agences, est en dégradation, c'est symptomatique d'un truc qui se voit pas encore forcément dans les chiffres sur le tableur Excel à la fin du mois, mais qui est une bombe à retardement pour dans 6 mois si on a du turnover ou des équipes démobilisées. Donc on peut prendre du coup à la racine vachement de sujets comme ça.
Est-ce que c'est ça qui met un cadre? Je m'explique parce que pour moi la liberté va pas et la responsabilité fait partie de vos valeurs. La liberté c'est pas l'anarchie, c'est très différent. La liberté n'exclut pas les règles. Comment vous gérez ça en interne? C'est exactement ça. Raison d'agir, valeurs sont le cadre. Voilà, qui peut paraître très conceptuel. Après, sur chacune des valeurs, il y a ce qu'on appelle les comportements attendus. Voilà. Engagement, par exemple, une de nos valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire je tiens mes promesses ou ça veut dire je me remonte les manches et je me défonce? En fait, tu vois, rien que la sémantique, tu peux avoir des différences. Et donc ça, on travaille énormément aussi les comportements attendus autour de chaque valeur pour pouvoir le mesurer justement. C'est-à-dire que engagement, c'est quoi? Ça, bah, par exemple, dans un des comportements attendus, c'est j'aide un collègue en difficulté. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait pour détecter qu'un collègue est en difficulté et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Et donc, on décline tout ça en comportement attendu. Et en fait, finalement, un petit peu comme dans une meute dans la vie sauvage, tu as plein de règles implicites qui se créent plutôt par la culture et l'action. Voilà, tu vois, le lionceau qui arrive, qui pourrait être un nouveau collaborateur chez nous, bah, il va tenter de mettre un petit coup de griffe au vieux lion et il va s'en prendre une, gentiment, mais ça va le recadrer et puis il va voir que, bah, à cette heure-là, il faut rester à l'ombre parce que il fait chaud et à tel moment, il faut partir en chasse. Et puis, et tout ça, en fait, se vit. Il y a des parcours d'intégration où on passe aussi du temps sur comprendre la mécanique de l'entreprise, puisque on a finalement assez peu de choses écrites ou processées dans ce cas. C'est ce que j'allais te demander. Les comportements attendus sont Ouais, écrits, ils sont par écrits, exemple? ils ont été aussi codéfinis, mais tu vois, ils peuvent être différents d'une agence à une autre, qui a des fonctionnements différents, parce que on accepte aussi un grand pluralisme dans cette liberté. Donc le cadre, raison d'agir, valeur, tu fais un micro-trottoir dans toutes mes agences, tu le ressens, c'est incarné, c'est connu, pas de souci. Par contre, dans les process, j'ai pas une agence qui fonctionne comme une autre. Chacune a ses singularités. Les réunions, elles sont parfois le lundi, d'autres le vendredi. La politique commerciale, elle va être sur tel type de client plutôt qu'une autre. Et donc, il y a très peu de décisions qui sont centralisées, si tu veux, où on applique un process. Par contre, sur les valeurs et sur la raison d'agir, là, je suis ultra exigeant. Et c'est presque mon rôle premier, c'est de m'assurer du maintien et de la garantie de ce cadre. Ouais, exactement. Mmh. Et ça se manifeste comment dans l'onboarding, dans les formations? Comment vous le gérez ça? Alors, il y a tout un process de formation métier. Voilà, la technique, usage de logiciels, compréhension du métier, etc. Et après, je reprends l'exemple de la vie sauvage, ça va être beaucoup d'observations. Et on fera peut-être le lien avec la pédagogie Montessori, c'est-à-dire que une classe Montessori, puisqu'on pratique un management qu'on appelle Montessori, et j'ai fait ma scolarité moi dans ce système-là, est en fait un espace de liberté qui permet à chaque enfant d'être dans l'auto-apprentissage. Et donc, un collaborateur qui arrive chez nous va bénéficier de cet espace de liberté. Moi, je les reçois tous les nouveaux. Donc, j'ai plusieurs sessions par an où je leur explique sur une demi-journée quasiment que ça. Raison d'agir, valeur, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Et donc, je parle pas de process, je parle de principes qui sont bien plus puissants que les process, parce que les process, finalement, t'appliques bêtement et sans discernement un truc qui t'est imposé, alors qu'un principe va générer de l'intelligence chez le collaborateur. Et je les pousse même en fin de rencontre comme ça à la transgression. Je leur dis, voilà, si vous trouvez qu'il y a des règles qui sont bêtes dans l'entreprise, eh ben, ne les respectez pas. Restez libre, gardez votre libre arbitre, restez dans les valeurs et la raison d'agir, et là-dessus, après, vous faites ce que vous voulez. Et donc, j'ai toujours un regard un petit peu surpris des nouveaux collaborateurs qui disent, attends, la première instruction que nous donne le PDG, c'est de pas respecter les règles. Et tu vois, ça les percute un peu, mais ça leur donne une grande aisance Bienvenue chez les dans fous. la liberté. Ouais, c'est ça. Ok. Mais comme tu le dis, c'est pas le cliché de Montessori où tout est permis et on fait n'importe quoi. C'est le petit lionceau qui débarque, peut s'en prendre une du vieux lionceau qui va lui expliquer ce qu'il faut faire. Ah, une école Montessori. Alors, pour le contexte, moi j'ai fait une école qui s'appelle Jeanne d'Arc à Roubaix, qui est la plus vieille école Montessori de France, et qui est la seule sous contrat avec l'Éducation nationale. Je précise parce que on peut avoir parfois un cliché sur l'école Montessori, du truc élitiste, un petit peu banlieue chic, qui est pas ouvert à tout le monde, qui est hors contrat et qui coûte je sais pas combien de milliers d'euros l'année. Non, là on est sous contrat avec l'éducation nationale, donc c'est des enseignants de l'éducation nationale qui viennent
apporter la pédagogie Montessori. Et on est à Roubaix, donc une ville en termes d'inclusion qui présente une diversité de nationalités et de cultures très différentes. Donc voilà, et j'ai pris conscience de notre management quand j'y ai mis mes enfants. Une classe Montessori, tu as un mélange. Si on prend les maternelles, par exemple, tu vas avoir petit, moyen et grande section mélangées, 27 enfants, 9, et t'entends les mouches voler. Alors qu'il y a un enseignant et que chaque enfant est libre de ses apprentissages. Donc, comment ça fonctionne? Tu as plein de matériel pédagogique dans la classe qui est organisé à hauteur d'enfant. Tout est pensé pour l'enfant. Et l'enfant, par sa curiosité naturelle, va aller découvrir, tiens, on appelle ça un matériel. Il va prendre un matériel, je sais pas, de géographie, qui est en fait un puzzle pour placer les pays ou les continents. Et il va apprendre par lui-même. Et le seul rôle de l'enseignant est de montrer comment fonctionne ce matériel pour que l'enfant puisse le faire et le refaire jusqu'à en créer l'apprentissage par lui-même. Mais l'enseignant ou l'enseignante n'est pas tout seul. C'est-à-dire comme il y a des petits, des moyens, des grands, les grands, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont dans cette classe. Et donc ils connaissent les règles, ils connaissent les usages et ils viennent en relais collaboratif de l'enseignant pour rappeler les règles d'usage. Mais le cadre, il est hyper défini et quasiment les 15 premiers jours en septembre à la rentrée, il n'y a aucun travail qui est fait. On est juste sur les règles du jeu et le cadre de travail, comment ça fonctionne. Par exemple, les enfants, à 3 ans, hein, c'est petit, hein, l'entrée en petite section, peuvent aller se balader dans les couloirs pour aller aux toilettes eux-mêmes. Parce que un des principes Montessori, c'est de respecter aussi le rythme des enfants. Et c'est pas, bah non, le pipi, c'est 10 heures. Ah, mais je dois faire pipi tout de suite. Non, non, c'est 10 heures. Bah là, l'enfant peut aller par lui-même aux toilettes tout seul. La seule condition, c'est qu'il y a un collier à l'entrée de la classe qu'on doit enfiler. Et s'il n'y a pas de collier sur le crochet, l'enseignant sait qu'il y a un enfant qui va aux toilettes. Et du coup, on va pas non plus à 12 aux toilettes faire la foire et s'échapper de la classe pour faire l'école buissonnière. Donc si tu veux, plein de petites règles comme ça qui sont très cadrées, mais qui permettent aux enfants de, un, se sentir sécurisés, et c'est ça, c'est les conditions favorables à l'apprentissage. Et ça, ils sont à nouveau à Jeanne d'Arc, Ouais, c'est ça? ouais, ouais. Comme toi? Ou c'est Ouais. encore une autre? Il y a Ouais, d'ailleurs un beau ouais. film là-dessus qui s'appelle Le Maître et l'Enfant, EST, Le Maître et l'Enfant, qui présente, qui a été tourné à Jeanne d'Arc il y a 7-8 ans, qui est disponible, je crois, sur toutes les plateformes, et qui présente la pédagogie Montessori, qui est très, très riche d'enseignements. Bon, et du coup, bon, on comprend bien comment tu l'as appliqué à Clinitex, du coup, et même peut-être ton père déjà. Alors lui, il n'a pas fait Montessori, il nous y a mis en tant qu'enfant, donc c'est qu'il avait une forme d'appétence pour ça. Et Donc c'est plus toi qui revendique ce management Montessori, que c'est pas de la génération précédente. Alors, on parle souvent, nous, de coming out managérial. Donc, c'est-à-dire il y a beaucoup de concepts qu'on appliquait sans le savoir. Et un jour, on en a pris conscience et on a assumé ces singularités et on les a poussées un peu plus, conscientisées, théorisées. Voilà, c'est plus un coming out. Et le Human Plan, c'est ça aussi? Le Human Plan, c'est la convergence de plusieurs choses. Tu vois, j'ai une nouvelle collaboratrice. Donc pour que tout le monde comprenne, c'est que vous n'avez pas Voilà. de BP, vous n'avez pas de business plan, c'est un Voilà, human c'est plan. Human Plan versus Business Ouais. Plan, tu vois. Il y a pas longtemps, une nouvelle collaboratrice qui est rentrée dans l'entreprise et qui me dit, tu sais, dans mon ancienne boîte, on faisait un séminaire, on était 200 dans une salle et c'était une grosse boîte et le PDG, le rideau s'ouvre et il dit, je vais vous parler du plan stratégique, machin truc, et c'est objectif 1 milliard. Et aucun applaudissement dans la salle, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que ça ne fait rêver personne. J'ai pratiqué l'exercice du business plan pour les banques, pour le rachat, pour tout ce que tu veux, euh, et, et, et c'est tellement bullshit comme exercice. C'est-à-dire on met exactement ce qu'on veut. On veut être prudent pour faire peur en interne et booster tout le monde, bah on met des chiffres pourris. On veut être ambitieux, on trouve toutes les raisons pour être ambitieux et mettre des chiffres super optimistes. Et donc, en fait, le business plan, il est juste un moyen de preuve de l'intention qu'on avait en amont. Je veux valoriser ma boîte, bah, je fais un super beau business plan. Je veux secouer les équipes ou faire peur, bah, je fais un business plan pourri. Et donc voilà, moi tirer des formules pour dire plus 16, plus 18, bah, franchement, ça m'intéressait pas du tout. Et je me suis dit, en fait, les performances économiques vont plutôt être une conséquence des projets qui seront taillés pour chaque collaborateur. Et je me suis dit, en fait, moi, je suis OK avec la non-croissance. J'aime pas le principe de décroissance, mais je suis OK avec la non-croissance. C'est-à-dire que la croissance alors, j'ai vu une phrase un peu virile. La croissance pour la croissance, c'est l'idéologie de la cellule cancéreuse.
Bon, un peu trotskiste ou un peu, enfin voilà, bord politique peut-être violent, mais si tu, ouais, mais non, mais sans aller jusqu'à cet extrême-là, tu vois, moi la non-croissance ou ce qu'on appelle l'économie stationnaire, c'est-à-dire que je suis pas toujours pour le toujours plus, je suis ok avec ça. Et donc je me suis dit, si je suis ok avec ça, j'ai pas besoin de faire un business plan en disant on va ouvrir à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Strasbourg. Mais par contre, je ne veux pas non plus être dans la non-croissance ou la décroissance parce que là, les collaborateurs qui ont du talent, qui ont envie de faire carrière, de continuer d'apprendre, de grandir, bah eux, ils vont partir. Donc je me suis dit, est-ce que le rythme de l'entreprise peut pas se caler pile poil sur ces collaborateurs-là? Et donc j'ai fait l'inverse, j'ai plutôt fait émerger les collaborateurs qui avaient une envie professionnelle dans l'entreprise, de développement, de création de postes, de tout ça. Et donc on a créé une petite académie qui s'appelle Clean Boost, qui vient faire émerger les talents des collaborateurs et surtout leurs appétences. Euh, Quand j'ai créé cette petite académie, j'ai fait un appel à candidats. Je suis parmi les 200 là, hein, pas parmi les 3800 agents de propreté, même si je rêve de le faire un jour, mais sur les 200, je pensais avoir 3, 4, 5 candidats et j'en ai eu 18. De dire, bah voilà, le pitch, c'était, est-ce que tu as une petite braise au fond des tripes, d'envie professionnelle, de mouvement, tu sais pas encore vers quoi, on va souffler dessus, on va voir ce qui se passe. Et donc, on s'est pas du tout intéressé à, comment dire, sur les compétences ou sur la technique ou sur le projet en lui-même. On s'est intéressé que aux collaborateurs. Donc, on a fait des études, comment, sur eux-mêmes, donc des tests de talent, des tests de valeur, voilà, c'est quoi tes moteurs, qu'est-ce qui te fait lever le matin, études graphologiques. Ils ont fait des business, Un peu bilan de ouais, compétences ou mais un peu peut-être plus poussé vraiment. ou un peu analyse, ouais, ok, Développement compris. personnel, tu vois. Ouais, faire des visites inspirantes d'autres écosystèmes, d'autres boîtes, tu vois, pour nourrir un petit peu, ouvrir les chakras, la réflexion. Et à la fin, c'était parcours de 9 mois. Euh, Bah, t'en ressors quoi? Euh, et bah là, naturellement, ils ont observé ce qui manquait dans l'entreprise, qui voilà. Et j'ai eu des créations de postes ici au siège autour de l'expérience client. J'ai eu des créations de postes autour de sujets paye qu'on n'avait pas imaginé. Deux personnes qui se sont mis ensemble pour créer un poste qui n'existait pas. On a doublé le nombre d'agences en 18 mois. Parce que j'ai eu des ouvertures. Enfin bref, tu vois, un volcan qui s'est allumé sans qu'on le voie venir, mais qui était parfaitement en adéquation avec le rythme et un mot que j'aime bien, les appétences des collaborateurs. Les appétences, c'est pas ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. Et donc, on a révélé ça. Et donc, les projets, en fait, ils étaient pile poil au bon moment, bien dimensionnés pour chaque collaborateur. Et ça a été une explosion. Et mon business plan le plus ambitieux n'aurait jamais réussi à être plus ambitieux que ce qui s'est passé dans la réalité en faisant le human plan. Donc, les performances ont été décuplées sans qu'on vienne les chercher. C'est un peu contradictoire. Et là, t'as fait cracher la boîte. Ça... je plaisante. Avec des grosses... Non, mais en fait, je comprends ce que tu dis sur le côté bullshit du BP, mais on pourrait te dire la même chose sur le human plan, qui pourrait être bullshit aussi, si tu vas de toute façon chercher la croissance. Donc, tu l'expliques très bien et merci. Mais in fine, vous avez fait de la bonne croissance, Ouais, quoi. ouais. Après, j'aurais eu personne. T'es ok avec la non-croissance, mais là, vous avez fait une, Ouais, bonne, ouais, ouais, sacrée ouais. croissance, un sacré Mais développement. j'aurais Voilà. pas eu de doigt levé à cette académie, c'était ok, tu vois. Et puis ça veut dire que c'était le rythme de la boîte. Et en fait, cette non-croissance, elle vient d'un concept de Pierre Rabhi, je sais pas si tu connais. Le philosophe, il est mort il y a 2 ans. Je l'ai rencontré dans la Drôme. Il a monté un village qui s'appelle les Amanins, qui est un petit peu comme ce qu'a fait mon petit frère. Donc, c'est-à-dire un écosystème où Voilà, ouais, où ouais, tu, c'est ce que j'allais tu, dire. tu traites les chèvres pour faire ton fromage le soir, tu vas faucher les blés anciens pour faire ton pain, enfin bref, une vie communautaire. J'avais emmené femme et enfants là-bas en vacances. Et je lis son bouquin Vers la sobriété heureuse. Qui raconte à un moment, il dit dans la nature, tu vois le lion, une fois qu'il a mangé, il va boire à l'étang très paisiblement entre la girafe et le zèbre, et il leur saute pas au cou pour autant, et le zèbre et la girafe ont pas peur, quoi, parce que le lion a mangé à sa faim, et c'est ok, il rechassera quand il aura refaim. Et là, je me dis, mais attends, transposé au capitalisme, c'est une évidence. Les entreprises doivent manger à leur faim. Et manger à sa faim, ça peut être servir les actionnaires, ça peut être avoir des projets de croissance, mais on est un peu dans le toujours plus.
tu vois. Et il explique cette prédation accumulative, c'est-à-dire que les humains, ils vont chasser des antilopes pour les stocker, pour vendre aux copains lions des antilopes déjà chassées. Ce qui crée aussi de l'obésité, tu vois. On est dans cette surabondance de consommation. L'obésité n'existe pas à l'état naturel, tu vois. Il n'y a aucun animal obèse parce qu'il mange et il dépense les ressources nécessaires à la satisfaction de ce besoin, et quand il a besoin, il rechasse, quoi, tu vois. Mais il stocke pas. Et donc je me suis dit comment appliquer ça à l'entreprise. Et donc j'ai créé ce que j'ai appelé le seuil de prospérité, qui définit en fait et qui nous fait prendre conscience de c'est quoi qui est nécessaire pour Cleantech. Et donc en début d'année, on regarde un petit peu quels résultats économiques on doit faire pour. C'est au-delà d'un seuil de rentabilité parce que ça doit financer à la fois l'impôt sur l'impôt sur les sociétés, le financement des participations, enfin tous les systèmes un peu obligatoires, le remboursement de nos dettes d'exploitation parce qu'on finance nos machines, nos bâtiments, etc. Mais ça doit aller au-delà, ça doit aussi financer une dynamique de salaire, ça doit financer les projets et le besoin en fonds de roulement, ça doit aussi servir les actionnaires. Voilà, et ça on assume aussi en vulgarisant que le dividende aux actionnaires est en fait un taux de rendement sur un placement. Et chez Cleantech, on valorise l'entreprise chaque année et on verse entre 2,5 et 3% de la valeur de l'entreprise aux actionnaires. Voilà, et j'explique très clairement, si je revendais Cleantech aujourd'hui et que je plaçais cet argent sur un livret A, je serais à 4%. Voilà. Donc y a rien, c'est pas un gros mot. C'est vrai que si on écoute TF1 ou BFM ou je vais pas toutes les citer, mais les médias en général font des raccourcis assez profanes sur les sujets économiques. Assez déplorable. Et on parle tout de suite du patron de la multinationale pétrolière ou le patron de tel assureur et qui ont des parachutes dorés, des salaires mirobolants. Et donc, ça crée une grande confusion dans le mot dividende, quoi. Où on voit tout de suite le patron avec son cigare allongé dans un fauteuil en cuir. Et non, en fait, c'est juste le rendement d'un placement de capital. Et donc, ce seuil de prospérité finance tout ça, mais également et d'un risque, hein. Et d'un risque. On l'oublie souvent, et d'un risque. Ouais, parce que c'est pas liquide, effectivement. Et ça finance également toutes nos actions RSE, puisque Cleantech est certifié B Corp, donc on a des zones d'impact en termes d'environnement, mais aussi on fait du mécénat de compétences, on sponsorise des bateaux qui nettoient les océans. Enfin bref, on a un florilège d'actions comme ça altruistes et qui sont aussi financées par ce seuil de prospérité. Et donc ce seuil de prospérité, on le quantifie en euros de combien on a besoin cette année. Et on est en conscience, en fait, en CA en résultat. Ou en marge? Résultat courant avant impôt. Ouais. Et donc voilà, c'est notre ligne de flottaison qui fait que toutes nos parties prenantes auront mangé à leur faim. Et ça m'est arrivé en 2023, je sais plus, mi-octobre, de dire c'est bon. Pour cette année, pour 2023, on est bon, c'est sûr qu'on aura atteint notre seuil de prospérité à fin décembre. On a mangé à notre faim. Continuons de servir nos clients comme il faut et d'assurer le bien-être de nos agents de propreté. Mais on n'a plus besoin de plus, quoi. Vous mettez pas en mode conquête, burn-out, machin. Rentrez plutôt chez vous le soir, détendez-vous, préparez éventuellement l'année prochaine. On est OK. Et donc, tu vois, ça permet aussi de pas être dans ce toujours plus pressurisant, de dire, on a fait plus 16, allez, on tente le plus 20. Non, on n'a pas besoin. Et donc ça, c'est très détendant. Un, dans l'animation de l'entreprise, mais deux aussi dans cette quête de la rentabilité. Tu vois, on n'est pas dans cette surenchère, dans cette pressurisation, et donc tout le monde se sent très investi parce que ça met beaucoup de sens en fait. Oui, je comprends. C'est très intéressant. Pour autant, est-ce que j'ai une idée de la réponse, mais ton seuil pour l'année prochaine est pas toujours quand même un peu et plus? Non, parce que tu vois, là, on avait racheté des boîtes. On avait racheté une boîte à Nantes et une autre boîte dans les Hauts-de-France qui avaient été des investissements assez lourds pour l'entreprise. Bon, tu vois, c'est des emprunts qui sont arrivés à échéance et donc le seuil a baissé. Tu vois, parce que on a remplacé par d'autres investissements, mais moins importants que cela. Voilà. T'avais des charges, ouais. Voilà. T'avais moins de Et donc charges. finalement, non, ça peut baisser. Et puis si on n'a pas de projet d'ouverture d'agence, en fait, c'est ça de moins qu'on doit financer dans l'année, et c'est OK. Donc le seuil est plus facile à atteindre. En plus, ce seuil est l'élément déclencheur d'une prime collective, ou tout le monde qu'on appelle la prime de cordée, puisque ce seuil n'est pas par business unit, il est pour le groupe. C'est-à-dire soit toute la meute a mangé à sa faim,
mais c'est pas chaque lion fait sa chasse et touche sa prime s'il a bien chassé, tu vois. On est vraiment sur cet esprit, d'où le nom, la prime de cordée, c'est que une agence peut être défaillante une année parce que pour X ou Y raison, et ben le collectif la fera quand même atteindre sa prime parce que on regarde ça de manière collective. Si le seuil est atteint Au niveau du groupe de prospérité. Donc ouais. chaque business unit ne l'atteint pas forcément tous les ans, mais pour autant, si le groupe l'a atteint, ça déclenche la prime. Hyper intéressant ça. Ouais. Et ça a été assez révolutionnaire dans la boîte parce que, tu vois, auparavant, on avait des agences qui étaient en concurrence parfois, un petit peu par l'ego, tu vois, c'est moi la plus grosse, c'est moi le plus gros développement, c'est moi la plus grosse renta, et puis qui était pas toujours dans l'altruisme, c'est-à-dire bah, j'ai 2 bagnoles en trop parce que j'ai eu des départs où j'en ai plus besoin, et ben je les fais dormir sur le parking au cas où, voilà. Et ben là qu'est-ce qui se passe? Et ben les 2 bagnoles, non seulement s'il y en a un qui dit j'ai besoin d'une bagnole, ils sont trop contents de la passer, mais ils la vendent. Apparemment, on les vendait pour optimiser son compte d'exploitation de sa business unit. Et là, ils la donnent en se disant de toute façon, ça sert à rien que je te la vende parce que ce que tu mets en moins chez toi et en plus chez moi, bah à la fin on met tout en commun. Et donc hyper intéressant les comment dire les synergies que ça a pu créer et l'esprit de corps en fait et de solidarité, de coopération que ça a mis entre les boîtes. C'est super ça. Canon. C'est-à-dire que chaque agence va avoir son objectif. Il n'y a pas d'objectif. Non, voilà, c'est juste le collectif. C'est si le seuil est passé, voilà, il y a un partage. Et ce seuil, en fait, qui est une prévision. Enfin, c'est notre ligne de flottaison. Et après, on n'a pas d'objectif du coup. On a des prévisions. Donc, on prévoit qu'on va faire autant sur telle agence parce que peut-être on va perdre ce client-là, mais on va signer ci et ça. On va recruter, etc. Et donc, on a des budgets qui sont faits à l'année, mais qui sont pas en mode objectif, qui sont en mode prévision. Et ça change tout aussi. Parce que les budgets, c'est un peu comme le business plan. Gros sujet bullshit. C'est-à-dire entre celui qui fait son budget, bah ouais, mais alors tout dépend parce que si par exemple il a une prime sur la rentabilité de sa business unit, c'est ce qu'on avait auparavant. Et ben son intérêt c'est de minimiser le budget, que l'objectif soit le plus facile à atteindre. Mais en même temps, celui qui reçoit le budget et qui va le challenger connaît les arcanes du truc et les poires pour la soif et comment de dire bah tiens je recrute un nouveau commercial, ouais mais on est déjà au mois de février, tu as toujours pas recruté, bah il arrivera pas avant avril et donc il y a 4 mois de salaire enlevé. Enfin bref, tu sais cette petite transaction pour que l'autre au contraire maximise l'objectif. Et donc c'est un jeu de dupes où c'était une transaction très malaisante, enfin moi j'y vais très mal, et depuis que je suis plus en mode objectif, budget, mais en mode prévision, quasiment à l'euro près, chaque business unit, à la fin de l'année, j'ai jamais été aussi précis que depuis que c'est plus une notion d'objectif. Parce qu'il n'y a plus de raison de mentir en fait, ou de minimiser ou de maximiser. Le but c'est d'être le plus précis possible. Ouais, t'as aligné les intérêts. Bon, on a fait un bon tour. Qu'est-ce qu'on a oublié? Écoute, pas mal, hein. Tiens, ouais, si on a encore quelques minutes, j'ai une petite innovation parce qu'on a parlé un peu de transparence et de grande confiance. Je viens de terminer une expérimentation là dans le groupe où les 200 cette année ont pu choisir eux-mêmes le montant de leur rémunération. Alors, on va prendre quelques minutes alors. Explique-nous. Alors, je suis très montessorien aussi là-dessus, c'est-à-dire que le Montessori, il y a l'auto-apprentissage, mais tu as l'auto-évaluation aussi. Et ça, c'est un truc puissant, c'est que il n'y a pas plus gratifiant qu'une fierté qu'on a acquis par soi-même. Je m'explique. Quand tu as un sachant qui dit au soumis, si on prend un lien hiérarchique, ou à son élève, ou le N+1 qui dit à son subordonné, c'est bien, c'est pas bien, tu sais, tu crées un rapport un peu de soumission de bah, quand c'est bien, j'ai une petite croquette, et quand c'est pas bien, j'ai une petite tapote, tu vois, et tu crées un petit peu cette attente de le hamster qui attend sa cacahuète auprès du N+1. Et moi, je déteste ce rapport hiérarchique où en fait c'est hyper biaisé parce que tu crées ce lien de soumission et ce rapport aussi de subordonné et tu crées un jeu de pouvoir entre les deux. En Montessori, un enseignant va jamais dire à un élève bravo mon enfant, c'est super. Il va dire qu'est-ce que tu as pensé de ton apprentissage? Bah, je suis hyper content, je suis hyper fier de moi. Et ben bravo, tu as raison d'être fier de toi. Mais c'est pas je suis fier de toi, tu vois. Et donc ça part d'abord chez nous d'un entretien professionnel qui est une auto-évaluation.
Il n'y a pas ce côté, le chef évalue mon année. C'est je m'auto-évalue. Qu'est-ce que j'ai bien aimé faire? Qu'est-ce que j'ai pas aimé faire? Qu'est-ce qui m'a rendu fier? Qu'est-ce qui m'a posé des difficultés? Et donc, on rédige une auto-évaluation chaque année. Et ensuite, on n'est pas dans le process classique de faire ça avec son N+1, le temps d'échange. On choisit avec qui on le fait dans la boîte. Et tu le fais avec n'importe qui. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un d'un autre service, d'une autre agence, ça peut être moi, mais ça peut être aussi le leader naturel. Je suis en agence, ça peut être le directeur d'agence. Et bien souvent, quand le leader est légitime, il est choisi. Et donc, ça met en évidence deux choses. Un, ça rend la parole très libre, parce que si ton problème, c'est ton chef, et que tu dois faire ton entretien avec ton chef, bah, soit il faut beaucoup de courage, soit il faut une assertivité ou une communication non violente de feu pour pouvoir exprimer ces souffrances-là avec celui qui en est le générateur. Donc, ça a permis d'identifier déjà des gars dans l'entreprise qui étaient pas forcément légitimes et de travailler ça, et ça a libéré la parole carrément. Et donc, j'ai voulu pousser encore plus loin le curseur, de dire, mais est-ce que les collaborateurs pourraient pas eux-mêmes évaluer leur rémunération? Alors, c'est un chemin qui a pris 10 ans, hein, parce que la transparence, on l'a faite il y a 10 ans sur les salaires, puis il y a eu plein d'expérimentations. Ce truc-là, je l'avais tenté il y a 5 ou 6 ans, ça n'avait pas marché. Et puis là, cette année, j'ai trouvé l'angle, c'est-à-dire que une fois de plus, j'ai mis un cadre, liberté totale de choix des salaires. J'ai créé une grille de rémunération théorique que j'appelle la grille des sacs à dos, parce que le moteur de la rémunération chez Cleantech, c'est le poids du sac à dos. Le poids du sac à dos, c'est les responsabilités que je porte. L'ancienneté n'est pas un moteur de rémunération. En tout cas, fixe mensuel brut. Tu vois, l'ancienneté, on a une prime conventionnelle dans notre convention collective qui est la prime d'expérience. Et quand tu as 6 ans d'ancienneté, tu as 2%, 8 ans, tu as 3%, enfin, et c'est progressif comme ça. Et ça, c'est la branche qui le régit. Mais je ne suis pas comme dans la fonction publique où en fait la durée de présence dans l'entreprise fait que tu gagnes en REM. On assume totalement qu'un petit jeune qui prend les mêmes responsabilités qu'un vieux briscard, s'ils ont le même job et le même poids de sac à dos, bah, ils ont la même REM. Le vieux briscard, il aura la prime d'expérience en plus, mais a priori, c'est la même. Après, j'ose espérer qu'un vieux briscard, il a l'expérience pour porter plus de responsabilités. Et que ça va le faire avancer dans sa REM. Pareil, la performance, un commercial qui dit j'ai signé plein de contrats cette année, il faut m'augmenter mon fixe. Dans ce cas-là, ça veut dire que s'il fait une année pas performante, on baisse son fixe. Tu vois, si on lit. Et donc, eh ouais, t'es payé pour bien faire ton travail. C'est normal que tu le fasses bien. Et puis, il y a des postes qui ont des variables. Donc, le commercial qui signe beaucoup, bah, il a des variables sur ce qu'il signe. Et donc, pas de souci. Mais la performance, c'est pas non plus un moteur de REM. Nous, chez nous, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais chez nous, c'est le poids des responsabilités. Et donc, chacun s'est retrouvé un peu face à son miroir de dire, est-ce que j'ai pris davantage de responsabilités cette année? Si oui, je demande tel salaire. Et j'ai mis deux garde-fous, qui est sur la grille, ouais. Et j'ai mis deux garde-fous à ça. Qui est sur la grille avec un niveau de responsabilité défini. Non, non, impossible. Non. Trop de variétés de postes. Comment comparer la responsabilité d'un informaticien avec celui d'un juriste? Tu vois, donc c'est une pâte à modeler très subjective, mais la transparence met beaucoup d'objectivité dans cette subjectivité. Donc, c'est-à-dire, on se compare aux autres, dire, bah, tiens, ah ouais, ça, il y a tel risque. Et donc, c'est un truc un peu difficile à expliquer qui s'est fait par le temps, en fait. Comme on est transparent sur les salaires depuis très longtemps, on voit un petit peu le poids des sacs à dos de chacun. Et en tout cas, j'ai mis deux garde-fous pour que ça parte pas en live. C'est que, bah, par exemple, j'étais à 2500 euros brut et je veux passer à 3500. C'est OK. Même 5 000, 10 000, il y avait nos limites. Mais je vais devoir argumenter le pourquoi, en quoi mon sac à dos s'est alourdi. Et cette demande, elle va être rendue publique. Donc ça oblige à la sincérité. Si je dis, ah bah ouais, mais moi cette année, j'avais 30 clients en gestion, je suis passé à 50 clients en gestion, et que c'est faux, on s'expose publiquement à de l'insincérité, et là, le collectif peut être très dur. Donc ça oblige à la sincérité et à dire des choses vraies. Et le deuxième garde-fou, c'est que il y aura un comité de validation des demandes pour éviter les demandes farfelues. Et donc t'es à 2500, tu demandes 3500, bah ce sera 3500 ou tu restes à 2500. C'est pas je tente 3500 pour avoir 3000. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es joueur, bah tu peux perdre aussi, tu vois, dans ce truc. Et donc ça oblige à mettre beaucoup de responsabilité dans sa demande
parce que c'est pas une transac, quoi, c'est pas une négo. Et donc, hyper intéressant comme démarche parce que fallait tourner 3 fois sa langue dans sa bouche et il faut viser juste. Et, et à la fois le côté transparent et le côté non joueur ont été deux garde-fous parfaits à ce système parce que j'ai eu aucun abus. Il y a eu 90 demandes sur les 200. Donc, c'est-à-dire j'avais 110 personnes aussi très contentes de leur salaire, tu vois, qui n'ont pas fait de demande. Et sur les quatre, voilà, et sur les 90, j'en ai eu que 10 qui ont été considérés comme farfelus. Et j'avais dans le process un système de deuxième tour où sur les 10, il y en a que 3 qui ont fait une demande quand même, qui ont fait appel, si tu veux, de la décision pour quand même revalider la demande. Donc, si tu veux, le système m'a coûté la même chose que les 2 dernières années en coût. Alors que j'étais sans filet, c'est-à-dire que ça aurait pu être exponentiel. Et finalement, c'est resté assez contenu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné un peu plus, en moyenne 230 euros par augmentation, là où j'étais à 170 euros en moyenne par augmentation, donc tu vois, quasiment 50% de plus, mais à moins de personnes que les années précédentes. Toi, en fait, si tu n'avais pas eu le système, tu aurais peut-être donné plus d'augmentation de façon quantitative. En nombre de personnes, ouais. Et ce qui se passe là, comme ça partait de la demande d'un coup. Ben ouais. Alors qu'eux, ils l'ont pas demandé. En fait, certains n'ont pas demandé. Les années précédentes ont donné à des gens qui n'avaient pas demandé. Alors peut-être que cette année, des gens n'ont pas osé demander, mais en même temps, le truc était par écrit, donc il n'y avait pas le côté timidité ou quoi que ce soit. Mais auparavant, peut-être qu'on fléchait ces augmentations sur des gens, qui l'avaient pas demandé, et peut-être qu'ils le méritaient pas non plus. Ah ouais, peut-être. Ça pousse pas, c'est vraiment des questions comme ça qui me viennent à l'esprit. Ça pousse pas plutôt les mecs à à demander ça, ou ça empêche pas les timides d'avoir une augmentation, parce que mine de rien, il y a quand même un côté. Alors oui et non, parce que si tu veux, du coup, quand je te parlais de l'entretien professionnel, et c'est ça que je voulais amener aussi, je suis manager dans une agence, donc je suis encadrant d'agent de propreté, et j'ai envie de formuler une demande. Je fais mon entretien pro, bilan de l'année, etc. Et je décide de le faire avec mon directeur d'agence, qui est très légitime pour moi. Voilà. Le directeur d'agence, en fait, il est plus décideur du salaire de son collaborateur. Et donc, il devient coach. Et ça change tout. Penses-tu faire une demande de rémunération? Ouais, je pense faire une demande. À combien? Je pensais demander 3000. Ah, fais gaffe, ça me paraît peut-être un peu haut par rapport, parce que regarde, si on fait la transparence dans d'autres agences, ils ont telle responsabilité. Et donc en fait, il change totalement de rôle. Il est plus le décideur, celui qui va trancher, de dire oui ou non, passer pour le gentil ou le méchant. Il devient coach. Et ça change tout, parce que du coup, il a pu aiguiller avec beaucoup de sincérité ses collaborateurs sur une demande légitime, responsable et pas excessive. Et donc c'est ça aussi qui a été une force du truc. Et ils ont retrouvé une valeur bien plus importante aux yeux de leurs collaborateurs pour légitimer la demande plutôt que l'arbitrer. Et ça change tout. Ça marcherait à moins de 200, parce que si je comprends bien, ça part du principe que les sacs à dos sont pas donc définis par écrit, mais sont compris et connus en observant ceux qui sont autour de toi et qui ont des responsabilités, en te faisant ton propre benchmark. Et je sais pas. Si tu veux, quand j'ai tapé ce process sur Google, j'ai rien trouvé. Donc il a fallu être créatif, mettre des garde-fous de bon sens. J'avais tenté la même expérience, je te disais, il y a 6-7 ans, sans les garde-fous, et c'était parti en live total, j'avais tout arrêté. Ouais, ouais. Parce que sans les garde-fous, j'avais un magasinier d'une des agences qui s'était rajouté 1000 euros net mensuels. J'avais ma RRH de l'époque qui avait quasiment doublé son salaire. Enfin, des trucs. Et je me suis dit, et je pouvais pas dire non à l'un et oui à l'autre. C'était pour tout le monde ou pour personne. Et donc, ouais, ça manquait de cadre. Donc là, en mettant ce cadre-là, finalement, ça a très bien fonctionné. Et donc, c'est aussi très apaisant en termes de leadership. Moi, je participe plus du tout au sujet de rémunération d'entreprise. J'ai mis les mécanismes naturels et les garde-fous naturels pour que ça se régule, mais sans porter cette charge mentale vis-à-vis du collectif. Bravo. Bravo. Audace dans nos valeurs. Tu bosses plus alors. C'est tout rôle.
Donc fallait être exemplaire. Bah si, tu vois, je m'oblige à être audacieux et donc je sais pas quel est le prochain truc que je sortirai de mon sac, mais moi c'est un de mes moteurs, tu vois, en termes de dirigeant. Moi, j'ai besoin de réinventer les systèmes, j'ai besoin de transgresser un petit peu les standards du management et ça m'amuse beaucoup. Et le jour où j'ai pu ça, je serai un patron malheureux, je pense. Voilà, tu vends et tu claques tout. Voilà, tu C'est refais ça. l'histoire. On a fait un podcast avec Lucas notamment qui, me semble-t-il, a aussi un mécanisme un peu comparable où les salariés eux-mêmes peuvent demander leur Ouais, augmentation de ouais. salaire ou définir leur salaire. Tu n'as pas eu de demande de Non, baisse de salaire, mais j'imagine. pas cette année. Mais on a eu dans l'histoire de la boîte, ces 3 4 dernières années, plusieurs cas de gens qui ont voulu baisser en responsabilité, qui ont dit bah ok, on baisse le salaire. Et Voilà. du coup, voilà, Et très... très bien. ouais, T'as le ah oui, oui, droit? oui, bien T'as le droit sûr. en Ah bah France? tu peux Ça pas se fait, ça? l'imposer. Par contre, Ouais. de gré à gré, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, bien sûr. Ok. Mais avec clairement une Bien job sûr. desk qui change et en Bien disant sûr. je Et fais comme moins il y a la jeune. transparence des salaires, ce serait Mhm. tellement incompris de garder le même salaire en abandonnant la moitié des responsabilités que, si tu veux, ce garde-fou collectif de la transparence est aussi un moyen de réguler les choses, quoi. Mhm. Très clair. Bravo. Bon, et donc une fois que tu as eu l'audace de transgresser toutes ces règles et que tu ne bosses plus, question habituelle de fin d'épisode Newton, extramuros, pardon, lapsus. Qu'est-ce que tu fais? Du sport, tu lis, tu Eh voyages, ben écoute, tu vois, je parlais de seuil de prospérité tout à l'heure. Avec ma femme, on en a un aussi de seuil de prospérité parce que bah moi, je suis pas très bagnole, moto. Enfin, j'ai pas de jugement là-dessus, chacun son truc. Mais je suis pas résidence secondaire. Enfin, j'ai pas ce projet-là en tout cas familialement. Donc nous, on a les voyages avec ma femme et les enfants. Et donc c'est quelque chose qu'on s'autorise régulièrement en mode sac à dos pour explorer divers coins, s'ouvrir à d'autres cultures. Voilà, ça c'est une des passions. Je fais du kitesurf aussi. On n'est pas très loin de la côte d'Opale. Alors la mer est pas toujours chaude, mais il y a souvent du vent et donc ça permet aussi de se vider la tête. Et ce que j'aime bien avec le kite, c'est que c'est un sport très contre-intuitif parce qu'il nécessite beaucoup de relâchement en fait. Quand le vent souffle trop, il faut relâcher son aile plutôt que la border et de se crisper. Et donc ça m'apprend beaucoup en management aussi, si tu exactement. veux pas décoller, ouais. De se dire que dans une Ouais, situation de ouais. tension ou de tempête, c'est le relâchement qui va nous faire trouver les solutions et l'apaisement et pas la crispation. Donc c'est leçon de vie aussi là-dessus. Bravo, on peut finir là-dessus, mais c'est des questions que j'aime bien, pas pour faire la psychanalyse, mais ça permet un peu d'illustrer aussi ce qu'on peut faire dans chaque région et, et, et oui, on peut faire Ah, du il y a kite des dans le très bons Nord, du spots. coup. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Edouard. À très bientôt, à Lille, à Merci Marseille ou Guillaume. ailleurs. Merci à toi. Merci pour ce beau témoignage.